sommes à la boutique, ça s'appelle comment exactement cette boutique? Donc ça s'appelle Equinox, espace d'écologie personnelle. Voilà, donc ça donc vous allez nous expliquer ce concept d'écologie personnelle dont l'astrologie fait partie en quelque sorte. Absolument, c'est un des outils que je propose dans cet espace, dans ce lieu. Mais donc, pas le seul. Pas le seul, donc c'est un lieu qui est dédié au bien-être et à l'harmonie intérieure. Donc bien évidemment pour moi l'astrologie que je pratique depuis un certain nombre d'années, alors en professionnel depuis peu, mais qui m'intéresse depuis mon plus jeune âge, l'astrologie pour moi fait partie d'un outil vraiment absolument individuel et très efficace d'harmonie intérieure et dans la recherche de mieux-être pour les personnes qui ont envie de travailler sur elles-mêmes et vraiment de prendre en compte leur individualité et ce que j'appelle leur écosystème interne. Eh bien, c'est vraiment l'outil privilégié de travail sur soi, l'outil d'évolution par excellence. Oui, d'ailleurs, on dit actuellement que le créneau du bien-être, en quelque sorte, attire parfois plus les gens que l'astrologie elle-même. Donc c'est bien que vous ayez connecté les deux, parce que finalement... Alors j'ai connecté les deux parce que je trouve que l'astrologie est justement l'outil écologique par excellence. Alors, parce que ça lie au cosmos, c'est ça? Alors parce que pour moi, la notion de lien avec notre environnement est très importante. Et le thème astral nous donne en quelque sorte un mode d'accès privilégié à cet environnement, un mode de fonctionnement qui va nous permettre d'utiliser au maximum nos potentialités, d'être le plus possible en harmonie avec la nature. Moi, je me suis toujours intéressée au rapport de l'homme avec la nature, donc je suis presque écologiste avant d'être astrologue. Mais je trouve que cette notion de rapport au cycle de la nature, entre autres au cycle saisonnier, c'est quand même avant tout, le zodiaque tropical nous parle avant tout de ça, de cette relation au cycle saisonnier, au cycle du vivant, est fondamentale. L'homme civilisé croit qu'il est séparé de la nature, et c'est son ego qui lui fait croire ça. Pour moi, on est très très lié à ce qui se passe à l'extérieur, et y être lié d'une manière qui nous est propre, qui nous est intime, qui nous est individuelle, c'est aller vers davantage d'unité. Oui, donc pour vous, le mot-clé, c'est l'astrologie nous connecte avec la nature. Absolument. Mais vous savez, l'autre jour, dans un film, quelqu'un disait buvez du whisky, c'est naturel. C'est-à-dire que, bien sûr que on ne peut pas échapper à la nature, mais la nature, elle peut être retravaillée, elle peut être repensée, recodée. Donc, effectivement, l'astrologie n'est peut-être pas si facilement réductible à la nature. D'ailleurs, l'astrologie n'est pas que le soleil et la lune. Alors, d'abord, c'est pas en termes de réduction, c'est en termes de filtre. Moi, c'est le filtre d'un point de vue philosophique, d'un point de vue de mon éthique et de ma manière de vivre. C'est le filtre qui me semble le plus intéressant pour regarder notre intériorité, pour regarder comment on fonctionne. Le thème astral me permet, parce que je l'ai expérimenté sur moi-même, bien sûr, avant de l'expérimenter sur les gens, me permet d'être quelque chose qui nous aide à être mieux, pour peu que l'on ait l'humilité de se mettre au diapason de ce qui se passe à l'extérieur. Alors évidemment, on ne peut pas réduire une personnalité à son signe solaire et à la phase lunaire à laquelle il est né. Ça serait, comme vous dites, très réducteur. Mais je pense que si les gens commencent par là, c'est déjà une porte ouverte vers une meilleure compréhension. Et ensuite, on a, nous en tant qu'astrologue, effectivement, le thème de naissance, puisque moi je travaille principalement avec le thème de naissance. Tout ce qui est, toute l'approche dite de prévision, oui, et de prédiction m'intéresse très peu. Oui, d'accord. Voilà, parce que j'ai envie de faire passer avant tout des notions d'autonomie, de compréhension de soi dans le présent. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Comment j'utilise ma nature martienne ou lunaire aujourd'hui dans mon quotidien, dans ma relation à mon conjoint, dans ma relation professionnelle. Voilà. Après, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de réduire, mais il s'agit de privilégier une façon de voir. Donc,
vous pensez que la personne qui vit plus en phase avec ces données cosmiques sera mieux, se sentira mieux, sera dans le bien-être. Tout à fait. Et moi, un des conseils, alors c'est anecdotique, mais un des conseils que je donne aux gens, c'est d'aller, au moment à peu près de la période de leur anniversaire, d'aller se planter en pleine nature et d'intérioriser un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Et on apprend énormément de choses sur nous, énergétiquement. La notion d'énergie est fondamentale aussi pour moi. Dans les outils d'écologie personnelle, je propose également des cours en énergétique respiratoire. Depuis une vingtaine d'années, j'ai pratiqué le yoga et l'école de respiration qui est près d'Angoulême. Apprendre à respirer, c'est également apprendre à s'unifier et apprendre à réinvestir son corps. Et là encore, en termes d'énergie, on ne peut pas vivre que dans notre tête, on a besoin de vivre dans notre corps, qui est notre véhicule pour cette vie-ci. Alors, nous avons un de nos collègues, Alain Gauthier, qui, à Grenoble, parle un peu comme vous. Il fait des consultations tous les mois avec la personne. Il lui dit comment vous vivez le mois du Verseau, enfin comment vous vivez la nouvelle configuration solaire. Et donc il aide ses patients à être en phase, il appelle ça des phases, d'être en phase avec l'évolution du cosmos. Vivre en harmonie avec le cycle des saisons, pour moi, c'est une nécessité. Donc par exemple, vivre en hiver, quelle est la différence entre le mode de vie hivernal et le mode de vie estival, par exemple? Ah ben, ça n'a rien à voir, justement, hein, si vous regardez déjà comment l'humain vit, oui, voilà. si ce n'est quand il se met des pressions, hein, les gens qui ont beaucoup d'objectifs dans leur quotidien, qui ont beaucoup de pression professionnelle par exemple, qui sont tout le temps sous tension avec des énergies à projeter vers l'extérieur tout le temps, ces personnes-là ont souvent beaucoup de difficultés à finir l'hiver sans tomber malade 3-4 fois à la suite, parce qu'au niveau des énergies, à partir, vous le savez comme moi, hein, à partir de l'équinoxe d'automne, il y a un déclin de l'énergie au niveau du cycle solaire. Et ce déclin, bien que progressif, arrive à culmination à la fin du cycle Sagittaire, début Capricorne. Et là, pour moi, je propose aux gens d'être vraiment dans une démarche d'intériorité maximum, d'éventuellement d'allonger leur cycle de sommeil si possible, toujours en accord avec ce qu'on ressent. Pour moi, le ressenti est fondamental. S'écouter, c'est la première des choses. Écouter ces rythmes-là, on le ressent, mais on le ressent si on ne vit pas uniquement dans sa tête. Donc si on vit dans son corps, c'est pour ça que les pratiques corporelles sont pour moi très très importantes, on a à écouter ça. Et là, l'énergie est en train de... Enfin, les jours sont en train d'augmenter, et moi je m'aperçois, j'observe dans mon propre cas, que je me lève un petit peu plus tôt, je me réveille un petit peu plus tôt, naturellement, sans réveil. Alors c'est pas encore, on n'est pas encore au printemps, mais on sent déjà les prémices d'une envie énergétique de revenir vers davantage d'action. C'est-à-dire qu'en hiver, on vit plus à l'intérieur qu'en été. C'est déjà juste le bon sens. Hein. Non seulement à l'intérieur, mais à l'intérieur des lieux. Des lieux. Oui, parce qu'on est plus dans la contrainte sociale par certains côtés. Parce que, par exemple, les SDF, ils vivent mieux l'été que l'hiver. Parce que l'hiver, c'est comme la cigale et la fourmi, il faut déjà avoir toute une programmation, toute une organisation sociale pour mieux vivre l'hiver. Et puis on est obligé aussi on est plus dans une rapport de sociabilité parfois aussi. Absolument, et regardez les animaux, hein, la plupart des animaux de toute façon ralentissent leur rythme. Oui, mais on n'est peut-être pas des animaux comme les autres. Ah, on n'est pas des animaux comme les autres. L'homme a un cerveau, c'est sa plus grande force et c'est son plus gros handicap. Non, mais je veux dire que on sait mieux vivre en hiver que beaucoup d'animaux. Je veux dire que c'est ça, je veux dire. Ah, parce qu'on en a matériellement, à part les SDF. Ben, on s'en est donné les moyens. On en a les moyens. On s'en est donné les moyens. C'est pas qu'on les a. Donc l'homme est plus humain par certains côtés en hiver qu'en été. Puisque c'est là que c'est un élément qui est suréquipé au niveau de l'hiver. En fait. Tout ce qui est habitat, maison,
feu, tout ça. Je veux dire, il est surpréparé en hiver, alors qu'en été, finalement, il se retrouve un peu comme tout le monde, comme tous les autres animaux. Tout à fait, mais il est suréquipé d'un point de vue de ce que vous appelez les lieux. Malheureusement, la démarche intérieure, justement, de redescendre un petit peu, chercher en lui des réponses, prendre le temps. Vous savez, les Amérindiens, moi je m'intéresse beaucoup aux traditions amérindiennes. Par exemple, la période du Verseau, là dans laquelle nous sommes, du signe solaire du Verseau, les Amérindiens appellent cette période la lune du repos et de la purification. Et on a vraiment des nettoyages à faire au niveau de nos cycles biologiques, et on a également justement à nettoyer et à purifier ce qui en nous ne renaîtra pas au printemps. Oui. Est-ce que vous pensez, pour entrer dans les trucs plus spécifiques, est-ce que vous pensez qu'il y a des planètes plus spécifiquement d'été ou plus spécifiquement d'hiver? Par exemple, le Soleil, on peut penser que c'est plus une planète d'été que d'hiver, par exemple. Écoutez, allez dans les prés. Moi, je suis dans les prés tous les matins, parce que je m'occupe d'animaux. Et je peux vous dire que le soleil blanc d'hiver est un soleil extrêmement puissant et générateur d'énergie. Sauf que l'énergie n'est pas la même qu'un soleil de juillet, où là, il va falloir que vous alliez vous mettre à l'ombre jusqu'à 16 h pour ne pas prendre de coup de soleil. Oui. Donc tout est question d'appréciation et d'adaptation. Mais le feu, par exemple, l'élément feu, en fin de compte, est-ce que les éléments, vous les reliez aux saisons aussi? Alors, je les relie aux saisons, mais je les relie surtout au vécu du quotidien par rapport au thème natal. Moi, dans mon thème, j'ai une carence en élément feu, et avec un maximum de planètes dans les signes d'hiver, justement, et je l'ai toujours vécu comme quelque chose d'un petit peu handicapant en termes de circulation d'énergie vitale. En termes de capacité à agir, en termes de capacité à aller vers l'extérieur. Donc oui, il faut trouver dans notre quotidien les moyens de compenser ou d'utiliser au contraire justement les forces élémentales, entre autres, de notre thème. Mais tout est une recherche d'équilibre, et l'équinoxe, c'est ça, hein, si vous regardez la symbolique de l'équinoxe, c'est ce moment particulier où la nature est en équilibre, ou en tout cas... C'est ambigu l'équinoxe, hein, de toute façon. C'est-à-dire que c'est un moment entre deux extrêmes. C'est ça. Et l'humain, en tout cas, n'est pas bien, n'est pas à l'aise dans les extrêmes. Donc si on peut essayer de retrouver la voie du juste milieu, je m'inspire aussi beaucoup des traditions taoïstes dans mes pratiques corporelles. Donc la recherche de la voie juste et de cette notion d'équilibre qui est toujours précaire et qui est toujours à reprendre en compte au quotidien, vraiment. Pour moi, c'est ce qu'on appelle les notions de bien-être et de mal-être. Hein. À partir du moment où il y a déséquilibre, il y a mal-être. Ça, c'est... Voilà, alors donc finalement, c'est vrai que ça renvoie à la notion de normalité. Effectivement, quand on est mal, il faut essayer de retrouver le fonctionnement normal. Il faut essayer d'identifier, l'écologie personnelle, c'est aussi aller identifier ce qui en nous perturbe cet équilibre. Oui. Et c'est bien plus souvent, contrairement à ce que pensent les gens, en nous qu'à l'extérieur de nous. Quelquefois, les situations stigmatisent des choses, mais c'est souvent dans notre approche, par exemple, d'une relation avec des notions de culpabilité, de rancœur, de choses comme ça, au niveau émotionnel, par exemple, qu'on va perturber notre équilibre intérieur, hein, qu'on va se déstabiliser et avoir du coup du mal à faire face au quotidien de manière harmonieuse. Donc il ne faut pas forcément s'individualiser à l'extrême, en fait. Alors l'extrême de l'individualisation, c'est ce que j'appelle l'individualisme, donc ça va effectivement à contresens d'une intégration sociale et voilà, c'est ça. Parce que beaucoup d'astrologues sont un petit peu obnubilés par cette idée d'individualisation à travers le thème, et ils ne cherchent pas spécialement à ramener la personne vers une normalité. C'est pour ça que la notion de lien à son environnement est importante. Parce que l'environnement, c'est pas seulement la nature, l'environnement, c'est l'environnement social, l'environnement familial, et on ne peut pas imposer de manière rigide notre individualité dans quelque contexte que ce soit. Il nous faut nous mettre en harmonie avec cet environnement-là,
de manière à essayer de conserver son équilibre. Alors évidemment, si vous êtes chef d'entreprise, ça se présente de manière un petit peu différente que si vous n'avez pas de travail ou si vous êtes agriculteur. Après, encore une fois, c'est la connaissance de soi et la connaissance de son environnement qui va faire qu'on va essayer intelligemment d'adapter notre individualité à ce qui se passe autour. Oui, ça ne marche jamais dans l'autre sens. Hein. C'est jamais les autres qui vont s'adapter à nous. Non, mais c'est une approche assez saine. Je crois qu'elle est tout à fait valable, en fait. Ça existe d'ailleurs que l'astrologue lui-même ait un certain équilibre pour aider ses autres personnes. C'est-à-dire qu'il ne soit pas dans la marginalité, qu'il ne soit pas dans l'excentricité à tout prix, et qu'il soit capable de, même quand il sort un petit peu du terrain normal, de se rétablir. Parce que la question, c'est le rétablissement, c'est la régulation. On peut faire une exception, mais il faut savoir que c'est une exception. Tout à fait. D'ailleurs, en tant que praticien, on est souvent confronté à nos propres limites, hein, face à une personne qui a affaire à un problème, par exemple, qui nous dépasse et qu'on ne pourra pas forcément l'aider à résoudre. Donc, on peut aussi avoir l'humilité de dire, écoutez, ce serait peut-être bien de voir un thérapeute, ce serait peut-être bien de... Voilà, on n'est pas... moi, je trouve qu'on est à la fois complémentaires et peut-être même qu'on peut agir en prévention par rapport à ce qu'on appelle les approches purement thérapeutiques. Comme l'homéopathie, on essaie de gérer le global, l'équilibre général de la personne et pas tel symptôme en particulier. Enfin, le symptôme n'est que... Le symptôme n'est qu'un révélateur. Le symptôme, c'est quelque chose qui va nous aider à accéder à un déséquilibre, quelque chose qui... Donc, en fait, Pascal Drano, est-ce qu'on pourrait dire qu'à la limite, les gens normaux se ressemblent? C'est-à-dire quand on retrouve une certaine normalité, un certain bien-être, est-ce qu'il n'y a pas un certain rapprochement avec ses congénères, en quelque sorte? Quand on est malade, on se sépare, on se particularise, et quand on est bien portant, quelque part, on se rapproche des autres. Oui, on peut même le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se sépare et où on s'individualise à outrance, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du déséquilibre et de la faille. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là avec le client, il ne faut pas l'encourager et l'enfoncer dans sa différenciation. Moi, c'est pas mon approche, effectivement. Je préfère l'aider à être dans une approche harmonieuse, et ce que vous appelez globale, holistique, hein, avec son environnement. Donc, tout ce qui va être de l'ordre des décisions, par exemple, un petit peu à l'emporte-pièce, moi je fuis ça comme la peste. Les il faut, les vous êtes comme ça, ma pauvre dame, vous n'avez pas de chance d'avoir un thème comme le vôtre. Ça m'horripile un petit peu. Il faut parfois dépasser son thème, c'est ça en quelque sorte, ou il faut le recentrer? Le recentrer, j'aime mieux la notion de recentrer. Le recentrer donc par exemple sur la valeur zodiaque, sur le soleil, sur certains points. Ça peut être un point, voilà, ça peut être un point. Moi j'aime bien aider les personnes par exemple à mettre en avant les points forts justement de leur thème, de leur personnalité. Donc moi je me suis formée à l'Institut d'études astrologiques avec Alain Chivray. Donc on applique la formule caractérologique qui permet de mettre un phare sur les planètes, les outils planétaires forts de la personnalité. Donc aller voir comment cette personne s'en sert, si elle s'en sert, si elle ne s'en sert pas, qu'est-ce qui pourrait l'aider à s'en servir. Ça fait partie du conseil en écologie personnelle que je prodigue. Donc je me vois plus comme une astro-écologiste que comme une astrologue pure. Voilà. Oui, alors effectivement, est-ce que vous pensez, par exemple, c'est vrai que dans le public, les gens ils s'intéressent surtout à leur signe solaire. En fait. Vous pensez que c'est quand même, ça veut dire que les gens, parce qu'il y a beaucoup d'astrologues qui disent non, le signe solaire n'est pas important, parce qu'il y a trop de gens qui sont marqués par le même signe, mais en fin de compte, ce que vous êtes en train de dire, si j'ai bien compris, c'est que il faut avoir des choses à partager avec les autres. C'est-à-dire que, par exemple, si on a est-ce que, par exemple, pour vous, c'est important d'être du signe du Bélier ou du signe du Capricorne? Ce qui est important, c'est de savoir ce que ça veut dire qu'être du signe du Bélier ou être du signe du Capricorne. Pour moi, être du signe du Capricorne, c'est être né entre le 20 décembre, le 21 décembre et le 20 janvier. Ça commence par là.
Qu'est-ce que ça veut dire être né à cette période-là? C'est aller voir ce qui se passe dehors et dire voilà, qu'est-ce que en moi je reflète, comment résonne ce qui se passe dans la nature en moi. Cette intériorité, ce dépouillement extérieur, cette notion de jour qui rallonge, c'est-à-dire d'objectif lumière vers lequel on est tourné, mais vers lequel on ira très très lentement, avec une espèce de foi et de patience et de structuration aussi indéniable. Le signe solaire, il faut vraiment le prendre en compte avant tout. Enfin, pour moi, c'est la priorité. Ça paraît simpliste et c'est une manière aussi peut-être qu'ont certains astrologues de dire « Oh, mais tout ça, c'est tellement simple, il y a tellement de choses complexes dans un thème, c'est vrai. Mais c'est... j'aime pas cette idée de trop d'ésotérisme non plus, c'est-à-dire l'élite astrologique comprend ce qu'il y a dans votre thème et vous ne le comprenez pas. Commencez par comprendre votre signe, commencez par intégrer dans votre corps et dans votre vécu quelle énergie vous véhiculez et déjà vous commencerez à être mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'astrologie soit utile et efficace, c'est-à-dire que la personne qui a travaillé avec moi, je la revois passer de temps en temps, qu'elle me dise « Super, ça y est, là, ça s'est mis en place, il y a des choses qui bougent, je suis mieux ». Après, quelquefois, comme je vous disais tout à l'heure, quelquefois, ça ne le fait pas, comme on dit. Hein. Quelquefois, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, il y a un thème là, que je ne sais pas, est-ce qu'il fait partie de votre champ, c'est le thème du masculin et du féminin. Est-ce que vous aidez les femmes à s'affirmer comme femmes, à accepter le masculin, enfin, sur le yin-yang, est-ce que vous jouez là-dessus, sur cette appartenance à... Alors je joue principalement là-dessus lorsque, au niveau justement des énergies planétaires, en fait, des répartitions des planètes en signes, je trouve quelque chose qui est anachronique, hein, c'est-à-dire un homme avec un maximum de planètes en signe yin, une femme avec un maximum de planètes en signe yang. Donc là, il y a distorsion par rapport à la polarité sexuelle de la personne, et là, effectivement, pour moi, c'est important de le ramener à la conscience et de voir, d'abord d'aider cette personne à prendre conscience et à accepter cette tonalité énergétique particulière, et puis, ben oui, bien sûr, toujours rééquilibrer, hein, rééquilibrer dans la mesure du possible. Oui, rééquilibrer, pas dans le sens d'être à la fois homme et femme. Tout à fait. Mais on est déjà, on est naturellement homme et femme. Non, mais quand vous dites rééquilibrer, ça veut dire assumer sa polarité. C'est assumer sa polarité, absolument. C'est assumer sa nature énergétique. Oui. À partir du moment... j'ai le souvenir d'un homme qui était venu me voir avec justement 8 planètes dans des signes féminins. Et on a fait un travail extraordinaire, justement. C'était quelqu'un qui avait une immense sensibilité, qui avait une émotivité très forte aussi. Et on a fait un très beau travail dans le fait de se réapproprier cette nature féminine. Ah oui, donc finalement... Non, cet homme-là n'était pas physiquement quelqu'un de féminisé, mais dans sa manière d'être et dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de s'entourer de femmes, d'avoir été depuis toujours beaucoup plus sensible et dans la compréhension du fonctionnement féminin. Le fait de ramener à la conscience, tout simplement, hein, la prise de conscience, vous savez, c'est bien souvent, je crois, le début de la guérison. Et ça, pour quelques problèmes que ce soit. Après, il faut le temps. Il faut le temps d'avancer, de cheminer, d'accepter. Parfois, c'est pas facile. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence entre la clientèle masculine et féminine, ou la demande féminine ou masculine d'astrologie, ou tout simplement dans votre propre espace? Est-ce que les femmes ont un rôle plus important, une présence plus importante que les hommes? Alors oui, déjà en termes de nombre, on va dire qu'on peut compter à peu près un homme pour 9 femmes, grosso modo. Oui, oui. Voilà, mais... Comment vous comprenez ça? C'est une question qu'on pose souvent, justement. Est-ce que c'est normal? Et pourquoi c'est comme ça? Est-ce que ça peut être changé? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'astrologie qui fait problème par rapport aux hommes? Je ne crois pas qu'on a à le changer. On a affaire avec. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui essaye d'aller contre ce qui est.
Dans la demande astrologique, c'est vrai que quand j'explique, par exemple, aux hommes qui me disent ben, j'aimerais bien travailler sur mon thème, comment ça se passe, etc., je leur dis qu'ils vont avoir à aller se connecter avec l'intime d'eux-mêmes, et quelquefois ça fait plus peur aux hommes qu'aux femmes. Peut-être que les femmes d'un point de vue de notre société aussi, hein, dans l'inconscient collectif et encore dans le fonctionnement social, une femme peut s'autoriser à craquer émotionnellement quand elle parle de ses enfants, de son enfance, etc. Un homme a beaucoup plus de mal à se l'autoriser. Donc il va juste avoir une carcasse, un verrouillage plus important par rapport à cette sensibilité-là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas cette sensibilité-là en lui. Il y a peut-être moins accès, ou il ne souhaite pas forcément y avoir accès parce que les portes s'ouvrent, parce que ça peut mettre en danger certaines fonctions masculines. Comment vous définiriez alors l'écologie personnelle? Donc là, je crois que vous allez faire une conférence dans quelques jours. Quand le ciel de naissance devient ciel de sens. L'écologie personnelle, ça veut dire ne pas perdre le contact, c'est ça, avec soi-même, avec la société, avec l'équilibre du monde, ne pas perdre le contact, en fait. C'est ça, garder le lien. L'écologie, c'est l'étude, si vous regardez dans le dictionnaire, hein, l'écologie, oui, c'est l'étude du lien qu'ont les êtres vivants avec leur environnement. Donc c'est ne pas se couper, ne pas s'isoler, c'est garder le lien, c'est être à l'écoute. C'est être à l'écoute des signes, entre autres des signes du corps, des signes de mal-être quand ils arrivent. Dans ce cadre-là, pour les gens qui ont vraiment envie d'avancer de manière autonome et responsable, comme je le disais au début, l'astrologie c'est un outil idéal. Maintenant, moi je conseille très souvent des livres, hein, je propose des ouvrages. Les livres, ce sont des compagnons d'évolution formidables. Mieux se comprendre, comment fonctionnent nos émotions, comment on communique, comment c'est difficile de communiquer quelquefois, comment prendre soin de soi de manière naturelle. Alors comme vous disiez tout à l'heure, effectivement le whisky c'est naturel. Maintenant, est-ce que l'alcool est fait pour nos muqueuses intérieures? J'en suis pas sûre. Mais c'est naturel, mais c'est aussi pas vraiment naturel. C'est-à-dire que c'est naturel, mais c'est comme une maison. Un chalet, c'est naturel. C'est fait avec du bois, mais c'est un bois qui a été retravaillé, repensé. Donc la question que je vous posais tout à l'heure, sur laquelle vous avez l'amabilité de revenir, c'est qu'effectivement, l'astrologie, où se trouve-t-elle dans tout ça? Est-ce qu'elle se trouve véritablement du côté de la nature, ou est-ce qu'elle se trouve au contraire du côté de tout ce qui a fait que l'homme a reconstruit, réaménagé le monde, repensé le monde, et à ce moment-là, c'est tout à fait autre chose. Tout à fait. Chaque astrologue et chaque école, chaque courant d'astrologie est individuellement, en fonction de ce qu'on est, en fonction de nos croyances, en fonction de nos modèles de vie, on va donner à l'astrologie peut-être telle ou telle orientation. C'est vrai que pour moi, j'ai expérimenté et j'expérimente au quotidien l'intelligence de cette connexion avec la nature, et c'est dans ce cadre-là que j'utilise principalement l'astrologie. Tout ça sans se déconnecter des obligations et situations diverses auxquelles nous sommes confrontés dans les différents domaines de notre vie, bien évidemment. Et donc moi je trouve que vous avez une approche, très franchement, par rapport à la moyenne des personnes que j'en rencontre, assez saine. Mais d'un autre côté, c'est vrai que l'astrologie ne se réduit pas aux saisons. Les rythmes, les cycles cosmiques sont parfois beaucoup plus longs. Le cycle de Jupiter, de Saturne, c'est pas le cycle du Soleil et de la Lune. Alors ça, ce sont des cycles d'évolution auxquels j'attache beaucoup d'importance. Ah oui, d'accord. C'est vrai que le cycle d'évolution de Jupiter, de Saturne, on sait tous combien dans la structuration et dans les différentes étapes d'évolution d'une personnalité, ça va jouer. J'ai eu 42 ans il n'y a pas tellement longtemps, donc j'ai pu expérimenter le cycle d'Uranus de manière à la manière uranienne. Hein. Et ça a joué comme vous l'avez vraiment vécu cette... Alors je l'ai vécu en conscience de manière assez
assez forte. Mais alors la question qui se pose, Pascal Dréano, c'est effectivement que l'astrologie peut avoir une influence sur nous. C'est-à-dire, notre connaissance de l'astrologie peut nous influer dans notre comportement. Parce qu'on doit, si on nous dit c'est le moment de faire ça parce que les astres nous le proposent en quelque sorte. Alors moi je ne le vois pas de cette manière-là. Je le vois, voilà ce qui se passe au-dessus. Voilà ce qui se passe en ce moment on va prendre ce que vous disiez, les notions de transit par exemple, transit significatif. Voilà ce qui se passe, comment est-ce que je vais réussir à prendre la vague, vous savez comme un surfeur, hein, j'aime bien cette image, à prendre la vague pour qu'il y ait le moins de dégâts possible et que j'optimise ce qui se passe là-haut, c'est le rôle de conseil de l'astrologue. Et non pas, voilà ce qui va vous arriver. Alors moi, la notion d'événementiel, certains astrologues le font, peut-être certains le font très bien. Moi, ça ne rentre pas dans ma philosophie. Non, mais ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a une approche passive et active. Par exemple, vous pourriez dire non, vous n'allez pas dire telle configuration veut dire que vous allez faire ça, mais elle vous invite à le faire. Parce que c'est le moment de faire certaines choses, et de vivre certaines choses. L'astrologie nous offrant successivement des différentes configurations qui sont des occasions de nous manifester. Ce sont des occasions, voilà. Donc la notion d'occasion est très importante. Et quelquefois aussi, justement, aider les gens parfois à faire un flashback sur ce qui a pu se passer de significatif à certaines périodes, ça aide justement à, encore une fois, à prendre conscience. Par exemple, vous nous parlez à l'instant de cet âge de 42 ans. Est-ce que ça signifie, pour entrer dans le vocabulaire de l'astrologie actuelle, que il faut clarifier certaines choses dans sa vie à ce moment-là, ou est-ce qu'il faut accepter certains... Il ne faut pas 42 ans pour le clarifier, justement, parce qu'un grand transit de la trempe de l'opposition d'Uranus, je crois qu'il doit se préparer, en tout cas si on veut travailler en conscience, hein, dans son optique d'évolution, il doit se préparer, et effectivement, aux alentours de la quarantaine, qui est quand même un cap important, hein, de toute façon, symboliquement, dans notre évolution, à l'approche de la quarantaine, c'est bien important de regarder qu'est-ce qui entrave encore notre liberté, effectivement, quel grand ménage va devoir être fait, où est-ce que je ne suis pas cohérent, où est-ce que je ne vais pas vers ma propre individualité. On parlait d'individualité tout à l'heure, je ne renie pas du tout l'importance de l'individualité, et Dieu sait qu'Uranus est assez intransigeant dans ses mouvements par rapport à ça, en tout cas énergétiquement, symboliquement, mais voilà, c'est pas, je suis assez positive, donc j'aime pas dire aux gens, oulala, il va vous arriver un tas de trucs à 42 ans, faites attention. C'est plutôt, voilà, qu'est-ce qui dans votre vie n'est pas cohérent, qu'est-ce qui n'a pas de sens, qu'est-ce qui est douloureux, qu'est-ce qui doit être nettoyé, hein. Uranus, c'est le grand nettoyeur. C'est un peu une façon d'aller au-devant des choses, en fin de compte, au-devant de la configuration. Tout à fait, je suis Capricorne, hein, vous savez, donc la prévention, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Prévenir plutôt que guérir, vous savez, si dans la politique de santé publique à l'heure actuelle, il y avait plus de prévention, les gens seraient sans doute un peu moins en décrépitude à des âges relativement tôt et jeunes de leur vie. Je ne parle pas des personnes âgées, mais voilà, la notion de santé et de préservation de notre santé, de notre intégrité physique, psychologique, spirituelle, c'est très important. Donc l'astrologie est un outil de prévention dans le sens, après vous en tout cas, dans le sens où elle indique de quelle façon la personne pourrait un peu dérailler en fin de compte. Alors elle indique surtout, oui, enfin plus dans l'autre sens, moi je le vois, elle indique surtout quel est notre modèle, entre guillemets, idéal pour vivre le plus en cohérence possible. Les rôles les plus appropriés. Absolument, que ce soit en termes de réalisation personnelle, ou que ce soit dans notre manière de nous positionner, que ce soit dans notre relation à notre intimité, etc. Mais donc c'est ça, plus se centrer sur... Mais elle va aussi indiquer éventuellement certains dérapages, ou certaines déviances, ou... Alors quelquefois justement, quand les gens viennent après que des choses difficiles se soient passées dans leur vie, c'est souvent le cas, hein, moi je suis assez étonnée de voir justement à
entre 40 et 43, débarquer des gens qui constatent que beaucoup de choses partent un petit peu en vrille dans leur vie, c'est justement les aider, les accompagner, leur dire que tout ça a du sens. C'est pour ça que je parlais de ciel de sens. Tout ça a du sens dans leur réalisation personnelle, que peut-être ils n'étaient pas en cohérence relationnelle, professionnelle, que peut-être ils ne sont pas suffisamment dans le respect d'eux-mêmes, de leur propre nature, de leur écosystème interne. Vous n'avez pas une approche karmique du thème astral, en fait? Non. Vous ne pensez pas que dans le thème, il y a des choses, des épreuves qui sont là pour nous faire évoluer, ou je sais pas, alors, en termes des challenges, je sais pas. Alors les épreuves sont là pour nous faire évoluer, mais c'est en termes de relation au présent et non pas forcément en termes d'approche karmique. Non pas que l'approche karmique me paraisse inintéressante, mais moi c'est pas le terrain sur lequel je fonctionne. Pour avoir remarqué que quelquefois aussi, les gens se reposent sur après avoir vu des voyants ou des astrologues qui leur ont dit « Ah ben oui, mais alors vous vivez ça parce que dans une vie antérieure, etc. » Les gens ont tendance à se laisser un petit peu porter par ça et moi j'aime bien favoriser l'autonomie et la mise en action, le fait de prendre les rênes de sa vie et de ne pas justifier par la problématique d'aujourd'hui. Et tout n'est pas dans l'astrologie non plus. Tout n'est pas dans l'astrologie. C'est l'intérêt de votre approche, c'est que comme elle est pluridimensionnelle et pluridisciplinaire, l'astrologie n'a pas à assumer la responsabilité totale de ce qui nous arrive. Tout à fait. Il y a d'autres outils d'approche que l'astrologie, en fait. D'ailleurs, plein de gens qui viennent me voir de manière maintenant fidèle et régulière ne consultent pas forcément par rapport à l'astrologie, mais vont venir chercher des conseils par rapport aux huiles essentielles, par rapport aux ouvrages, par rapport à la respiration. Effectivement, avoir une palette d'outils, c'est aussi ne pas se fermer et ne pas se couper, comme vous disiez tout à l'heure, ne pas se couper d'autres possibilités. L'astrologie, c'est un outil parmi d'autres. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui concerne le domaine du tarot, etc., de la divination ça fait partie aussi de ce champ de l'écologie personnelle? De l'écologie personnelle, oui, bien sûr. Alors, encore une fois, pas en termes de prévoir ou de deviner l'avenir, mais en termes de reconnexion à notre intuition, à notre intériorité. Le tarot, les images des cartes vont aller résonner, je dirais, à l'intérieur de notre imaginaire et de notre inconscient. Et donc, vont aller toucher, stimuler certaines réponses auxquelles on n'aurait peut-être pas accès autrement. Donc c'est un mode de... Et à votre avis, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui parle? On interroge notre subconscient, on interroge qu'est-ce qui fait que le tarot nous parle en fait? Quelles sont les forces qui actionnent le processus de consultation? Alors il y a les images par rapport tout simplement à notre... à l'adéquation qu'on peut avoir avec, par exemple, on parlait tout à l'heure des Amérindiens, de l'Égypte, les gens quand ils choisissent un jeu, ils vont souvent aller vers des images qui leur parlent, vers une symbolique qui leur rappelle quelque chose. Alors, est-ce karmique ou ne l'est-ce pas, peu importe, je dirais, ce qui compte, c'est que ce soit en harmonie avec eux-mêmes et avec leur ressenti. C'est la manière par laquelle ils capteront mieux les messages des cartes. Et puis après, il y a tout il y a la symbolique qui circule depuis la nuit des temps. Donc le tarot nous reconnecte aussi à une tradition. Et pour moi, les traditions, c'est quand même c'est la connaissance, avec un grand C qui circule depuis des siècles. Alors justement, à ce propos de la tradition, il y a à la fois la tradition, pour revenir sur l'astrologie, il y a une tradition astrologique, mais il y a aussi effectivement une modernité astrologique avec les nouvelles planètes. Est-ce que vous pensez que c'est important de les utiliser? Est-ce que ce qu'on découvre depuis 200 ans dans le ciel qui vient se rajouter, ou est-ce que ça fait un peu... Ça fait un petit peu en porte-à-faux par rapport à la tradition? Alors pour l'instant, je pense qu'on n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir dire si ces outils-là seront utiles et vont apporter un plus
Donc moi, dans mon travail, je ne m'en sers pas, je m'y intéresse. Hein, ah oui, vous n'utilisez pas Uranus ou Neptune ou les astéroïdes? Alors, les astéroïdes, je n'utilise pas. Chiron, tout ça, non, Chiron, je n'utilise pas non plus. Mais tout à l'heure, vous parlez d'Uranus. Oui, Uranus, bien sûr, je l'utilise plus, Uranus, soit quand elle est mise en valeur dans le thème, hein, donc dominante, culminante, conjonction à l'ascendant, maître de l'ascendant, maître du signe solaire, etc. Et Neptune et Pluton de la même manière, soit lorsqu'elle rentre dans une dominante, soit par rapport à, effectivement, c'est intéressant d'aller regarder. Alors je le fais beaucoup pour moi, je le fais un peu moins pour les gens, parce que je suis très prudente par rapport à ça, lorsqu'il y a des transits significatifs. D'accord. Donc effectivement, oui, on a un peu fait le tour de votre démarche. Je pense qu'on a bien compris votre façon de faire, qui est à la fois tout à fait évidente, mais qui n'est pas si typique que ça, en fin de compte. Parce que vous prenez un peu le contre-pied de certains astrologues qui vont isoler, comme on disait tout à l'heure, la personne dans son thème, l'enclaver, c'est-à-dire dire qu'elle est, ne pas du tout chercher à la remettre en phase avec le monde extérieur, en tout cas pas le collectif, parce qu'en fin de compte, le thème natal, il est quand même quelque part, qu'on le dit ou non, il est isolant, le thème natal, quelque part. Dès qu'on commence à étudier son thème, dès qu'on étudie les transits, les transits, c'est vrai pour votre thème, c'est pas vrai pour le thème du voisin. Donc tout à fait, on a l'impression comme ça que chacun vit sur sa petite planète. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans cet écueil, et que pour moi j'aime bien le voir comme une révélation et un mode d'accès à notre écosystème. Donc cette notion écologique prend tout son sens, puisque ça nous relie à différentes fonctions. Oui, parce que ce qui est intéressant, nous, écologistes, c'est que on sait très bien que c'est une affaire collective, l'écologie. Tout à fait. Donc dire que l'astrologie est une écologie, c'est aussi une façon de savoir que... alors, est-ce que vous pensez que l'humanité aurait, dans son ensemble, intérêt à plus se centrer sur l'astrologie? C'est-à-dire que, est-ce que vous voyez une place plus grande de l'astrologie pour l'avenir de l'humanité? Est-ce que ça serait une bonne chose que... Alors moi, je trouve que ce serait une bonne chose, bien sûr par rapport à ma manière de voir l'astrologie. Je ne dirais pas la même chose de toutes les démarches, et surtout, malheureusement, il y a quand même d'abord un grand travail à faire par rapport à l'image véhiculée au niveau du grand public d'une astrologie un petit peu moi que j'appelle de bazar, c'est-à-dire les horoscopes en tout genre, qui au contraire enferment justement les personnes, et effectivement les cases dans 12 petits secteurs, 12 petits tiroirs, avec ceux qui s'entendent et ceux qui ne s'entendent pas. Donc moi, c'est quelque chose contre lequel je m'insurge gentiment et calmement, sachant que pour moi, il n'y a pas de... la seule chose qui soit importante, c'est la recherche de compréhension de l'autre. Et donc, dans ce cadre-là, l'astrologie nous aide à être davantage en relation. Donc, vous voyez, c'est effectivement cette notion de lien qui est fondamentale, cette notion d'alliance avec l'autre et avec l'environnement. D'accord, oui, effectivement. Donc, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de penser que vous allez créer un lieu qui va apporter une dimension nouvelle à Angoulême, enfin, Ah ben écoutez, c'est l'humble mission que je me suis fixée. L'avenir dira, justement, et je ne regarde pas dans les planètes pour savoir si ça va le faire. Voilà. Non, vous avez l'air d'avoir les pieds assez sur terre, effectivement. Écoutez, je vous remercie, Pascal. C'est moi qui vous remercie. Donc, je pense que ça passera bien. Bonjour, je suis désolée. Je passe. J'étais en train de visiter des films. Ah.